vais donc passer la parole à Monsieur Noël Agossa, qui est président de l'Association des familles de victimes de féminicide et consultant en inclusion sociale pour nous parler justement de féminicide. Merci beaucoup pour l'invitation. Migration Santé France. Alors, donc, je m'appelle Noël Agossa, donc je suis président de l'AFF qui s'appelle l'Association des familles des victimes de féminicide. Je vais voir si ma chère collègue a un petit diapo. Ouais. Alors, donc, grosso modo, je vais vous parler de pas mal de choses, notamment de féminicide. Hein. Donc, l'AFF, hein, c'est une association qui a été créée au lendemain du féminicide de ma nièce Aïssatou Sow. Donc une jeune femme du XXIe siècle hein, qui avait 21 ans, qui a été tuée il y a 7 ans, en 2016, à Valenton. Valenton, c'est une ville d'à peu près 16 000 habitants, à un quart d'heure de Paris, dans le sud. Alors, donc c'est vrai que comme tout meurtre, crime, féminicide ou exécution peut être très très cru, ça réveille beaucoup de choses, ça réveille de l'émoi, ça réveille de la colère, bien sûr, ça réveille aussi beaucoup de choses. Alors, il y a concrètement, il y a tellement de personnes, lorsque un crime arrive au sein d'une famille, soit ces personnes sont recluses ou pleurent dans leur chaumière, d'autres vont transformer cette colère ou ces colères en combat, ces colères en action de terrain, pour essayer en tout cas de participer à l'action collective de sauvegarde de la vie humaine, de sauvegarde des femmes, de sauvegarde de la paix sociale et du vivre ensemble. Donc le combat contre le féminicide, ce n'est pas juste un combat féministe, pour moi c'est un combat pour l'humanité, c'est un combat humain. Voilà, donc aujourd'hui, brisons le mur des mots. Alors pourquoi ce terme? Brisons le mur des mots. La vague MeToo a commencé en 2016, hein, juste après l'assassinat de ma nièce. Ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est ainsi. Donc on a commencé, nous, par un collectif qui s'appelait Plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais de victimes, plus jamais de violence, plus jamais de féminicide. Au sein de ce collectif, donc, on a un peu ouvert la porte parce qu'on a essuyé beaucoup de choses. À l'époque, le terme féminicide, qui existait bien sûr, hein, n'était pas assez utilisé au niveau des médias, au niveau du sphère publique et médiatique non plus, et plutôt politique. Donc du coup, essuyer des plâtres veut dire quoi? Veut dire que bon, on toque des portes qui sont fermées, on essaie de défoncer des fenêtres qui sont toujours fermées pour se faire comprendre, pour que les termes existent au-delà des chiffres. Souvent, on parle de chiffres. On parle de 120 filles tuées, femmes tuées, et on parle de 124, 150, 200, 1000, 3000, 1 million, 3 milliards. Alors, derrière ces chiffres, qui sont malheureusement pas vraiment exacts, parce que je l'ai souvent dit, hein, ces chiffres, on ne compte pas parfois des jeunes femmes qui ont 17 ans. À 17 ans, on est une femme, on peut avoir des enfants, on peut vivre en couple. Ce n'est pas compté dans les chiffres. Lorsqu'on a 75 ans ou plus, on n'est pas compté dans ces chiffres. Donc ces chiffres ne sont pas les bons. Il faut le savoir, très peu de gens le savent, bien sûr, mais il y a plusieurs sources de chiffres aussi. Alors, je vais attaquer sur la deuxième diapo pour vous présenter ce qu'on sait faire, ce qu'on fait hein, en termes de travail depuis 7 ans. Le collectif donc a pu être dans l'action de terrain auprès des familles de victimes de féminicide. Comme vous savez, tous les 2 jours et demi en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Donc je parle sur le territoire français. N'oublions pas qu'il y a aussi des femmes vivant à l'étranger, mais d'origine française, hein, qui ne sont pas non plus dans les comptages parfois. Je tenais un peu à le dire. Les Français établis hors de France ne sont pas très souvent dans le comptage. Il y a le cas Marie Trintignant, il y a quelque temps, donc française, établie hors de France, et à l'époque on ne parlait pas de comptage.
Donc le collectif a participé, donc, en tout cas, à amener au Grenelle des violences conjugales, suite à l'appel du 6 juillet 2019 à la place de la République, pour appeler le président Macron à se réveiller, à susciter un travail politique, mais vraiment engagé, pour lutter contre toutes les violences à l'égard des femmes. Donc ce travail a commencé dès septembre, hein, le Grenelle des violences. Bon, il est vrai que plein de mesures, plein de mesurettes, des choses qui ont tenu, des choses qui ne tiennent pas et qui ne tiendront jamais, parce qu'il faut qu'on sorte aussi du fantasme, hein, comme quoi on peut sauver des femmes, hein, à une réunion. Ça ne suffit pas. Il faut plus qu'une réunion, plus que des travailleurs sociaux dans des commissariats, en plus pour sauver des femmes. Il faut vraiment beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, le collectif a donc travaillé travaille toujours d'ailleurs, hein. D'ailleurs, ce matin, je devais être à Matignon, hein. Mais bon, j'ai préféré être là parce que je connais déjà le discours. Mais voilà. Donc, on a quelques années plus tard, en 2019, après l'appel du Grenelle, fondé l'association. Parce qu'on était un peu, en parenthèse, débordés par des familles qui nous appelaient, qui nous contactaient. Nous, on n'était pas forcément formés parce que voilà, moi, à la base, je suis un travailleur social et je ne connaissais rien sur l'aspect féminisme, tout ça. Bon, je suis un féministe maintenant, aguerri, mais à la base, je n'étais pas du tout féministe, hein, même si j'ai déjà travaillé avec le GAMS il y a quelques années, parce que j'étais chanteur à l'époque. Voilà. Mais donc, on s'est retrouvé sur le tas, à parler de violence systémique, à parler de couple, de sexualité, de crimes, à parler de... Alors, nous, on est un peu différents de pas mal d'associations de terrain sur les violences. Nous, on va parler de concessions funéraires, on parlera de tombeaux, on parle voilà, de lavage mortuaire, on va parler de pas mal de choses. On est sur le début, en pleine violence et après les violences, et même après les mortes. Donc du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a euh, alors les diapos, nous, on a un autre système, c'est pour ça que ça passe pas automatiquement, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Donc le travail du collectif Plus Jamais Ça, qui existe toujours, bien sûr, c'est on va dire, confondu, ou en tout cas a donné naissance à l'association, mais les sujets restent les mêmes. Donc, les objectifs, je peux les citer, hein, rapidement. Fédérer l'opinion publique autour des féminicides. Alors, fédérer, c'est quoi? Parce qu'il y a pas mal de sujets, hein, qui sont dispatchés. C'est un sujet politique, c'est vrai aussi, les féminicides, parce qu'il n'y a pas de couleur politique de base, hein. Ce n'est pas les communistes ou les socialistes ou les gens de la droite ou le Front National. Non, tout le monde est concerné. Pointer les dysfonctionnements des institutions. Alors souvent, les premiers dysfonctionnements, ça se sent au niveau des commissariats, c'est vrai. Voilà, c'est là où les choses commencent. Les personnes sont mal accueillies, les plaintes sont transformées en parenthèses en mains courantes, et certaines mains courantes sont à peine transformées en, excusez-moi, ne sont même pas prises. Il y a des plaintes qui ne sont pas prises parce que les personnes ne sont pas prises au sérieux. Et vous savez très bien que depuis quelque temps, il n'y a plus de mains courantes. C'est transformé en procès verbal judiciaire. Voilà, procès verbal judiciaire. Ça, il faut le savoir. Les mains courantes sont interdites dans le cadre des violences conjugales. Mais souvent, les commissariats le font parce que bon, gain de temps et puis ils savent que ça ne mènera nulle part. Soutenir les familles de victimes de féminicide. Alors, le soutien, c'est quelque chose de grand et de fort parce que, imaginez bien, lorsqu'une femme est tuée, il y a les enfants qui sont, dans un premier temps, soit recueillis par rapport au protocole féminicide qui dure entre 5 jusqu'à 15 jours.
Ces enfants sont pris en charge par des unités de trauma. Hein. Robert Ballanger, tout à l'heure quelqu'un l'a cité, hein, avec Madame Fatima Le Krieger-Ratig dans la région parisienne. Ces enfants sont hospitalisés en service, c'est pas forcément pédiatrique, mais c'est psychologique, voire même psychiatrique, entre parenthèses, hein, pédo, pour pouvoir les aider un peu à, pas canaliser un peu la tension, mais en tout cas les préserver de beaucoup de choses. Mais aussi les aider aussi à dire, à sortir des mots MOTS sur ce mal du féminicide de leur mère qu'ils ou qu'elles ont pu voir ou assister. Au-delà des enfants, c'est aussi les familles, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents. Voilà. Donc souvent dans les chiffres, on parle que des femmes qui sont tuées, mais on oublie que derrière une seule femme tuée, il y a peut-être 10, 15, 20, voire 50 membres de la famille qui souffrent, qui sont des co-victimes, qui ne sont pas des victimes collatéraux, qui sont des co-victimes, qui sont aussi victimes de cela. Alors, l'accompagnement des familles de féminicides ou des femmes victimes de violences se font aussi dans l'association. Voilà, et la sensibilisation des scolaires et du grand public. Oui, c'est vrai que depuis un peu avant le Covid, on était pas mal sur les établissements scolaires pour parler bien sûr d'égalité garçons-filles et femmes-hommes aussi dans les lycées. Et il est vrai que c'est un travail qui est nécessaire, hein, l'éducation et comment dirais-je, c'est vrai que l'école s'occupe de l'instruction, mais l'éducation se fait aussi par la maison, l'éducation aux valeurs. Bonjour, merci, au revoir, voilà, parler de sexualité, hein, mais surtout aussi du respect du genre. Voilà, donc ça, c'est depuis 2016, depuis l'assassinat d'Alessoutou, on a pris ça en compte et parce qu'en fait, le garçon qui a tué ma nièce avait 20 ans, ma nièce avait 21 ans, et ils se sont rencontrés au collège. Ils avaient l'un et l'une 15 ans. Donc voilà, d'amour de jeunesse, d'amour de collège, ça a fini malheureusement, l'un qui est en prison, l'autre qui est à 6 mètres sous terre. Donc l'école aussi, je pense qu'il y a des valeurs qui doivent être enseignées et prises au sérieux. Alors sur l'AEVF maintenant, ensuite on pourra enchaîner sur... Bon, alors ça j'ai un peu survolé, il est vrai. Alors je vais peut-être juste revenir sur les erreurs qui sont fatales lors des prises de plainte, hein, parce que c'est aussi important. Souvent, vous accompagnez des femmes victimes de violences qui sont déjà peut-être passées avant d'arriver dans vos associations, dans vos structures, par la police ou par parfois des associations autres qui ont déjà fait les premières détections. Lorsqu'elles arrivent dans vos structures, certains ou certaines vont tout de suite parler, hein, de ce qu'ils ont vécu, d'autres vont se muer parce que c'est toujours la honte. Lorsqu'on parle de migration, il y a aussi des femmes qui sont d'origine étrangère et qui soit vont banaliser ou minimiser certaines violences, qu'elles soient économiques, qu'elles soient verbales, psychologiques. Toutes les violences ont des conséquences, en tout cas sur les choses, et certaines peuvent même venir, tout à l'heure on parlait d'excision, hein, souvent sur des tables aussi d'excision, il y a des jeunes filles qui meurent d'excision, donc qui sont des infanticides ou même des féminicides lorsqu'elles ont plus de 16 ans, 17 ans. Donc, chez nous à l'AEVF, hein, donc, bon, première association de familles de victimes de féminicide en France et en Europe, il y en a eu d'autres, il y a 2 autres associations qui ont été créées juste après nous. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de trouver et multiplier les lieux d'écoute des femmes pour qu'elles soient protégées. Alors, des lieux d'écoute, il y en a, c'est pas ça qui manque vraiment en France, mais des lieux aussi où ces femmes peuvent être protégées, mais vraiment, on a parlé d'ordonnance de protection, on a parlé de bracelet anti-rapprochement,
le téléphone grave danger, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais souvent, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une dame, avant-hier, pardon, j'étais à Pau, et il y a une dame qui avait une ordonnance de protection. Elle me disait, mais moi, j'étais pris en charge 10 jours par une association après que mon ex-conjoint a été placé en garde à vue. Et depuis lors, j'ai été abandonné. J'ai été abandonné parce que, bon, au départ, les associations prennent en compte la procédure. C'est fait, vous avez une ordonnance de protection, c'est bon, vous avez un bracelet anti-rapprochement. Non, elle n'avait même pas. Elle avait un téléphone grave danger et terminé. Fin de l'histoire. Et il n'y avait pas de continuité dans les discussions, dans le suivi psy, c'est important, hein, parce que souvent ces femmes-là aussi, euh, comment dirais-je, développent beaucoup de choses en termes de psy derrière, et ça c'est lourd à gérer pour des associations de base. Mais si le travail partenarial existe, orienté vers d'autres structures, c'est important. Souvent des associations qui veulent tout faire elles-mêmes. Et souvent, la violence euh, est rajoutée encore dans la violence. Donc, il ne faut pas hésiter à, entre parenthèses, déléguer certaines choses, à orienter ou réorienter pardon, dans d'autres structures qui sont capables vraiment d'aller jusqu'au bout, hein. Il y a vraiment des associations qui sont pas mal à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, après, je parlerai après du projet associatif éventuellement. Et voilà, donc l'association, en fait, a été à l'initiative aussi. Donc tout à l'heure, je parlais des Grenelles. Pour nous, ce n'était pas suffisant parce que lors de ce Grenelle, il y a eu des choses qui ont été pensées, et bien pensées d'ailleurs, mais qui s'arrêtaient aux femmes victimes de violences dans la sphère familiale, intrafamiliale ou conjugale. Mais les familles de féminicides étaient oubliées. Les enfants étaient les grands oubliés. Et on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va parler de féminicide exclusivement? Donc on a attendu, hein, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Il n'y a rien qui s'est passé. On s'est dit, bon ok, dans ces cas-là, nous allons créer les assises nationales contre les féminicides. Bien sûr, vous pouvez bien imaginer qu'on s'est débrouillé tout seul, hein, pour faire ça, alors qu'on aurait bien aimé que l'État nous accompagne là-dessus, nos familles, nos associations de victimes. Donc on a quand même pu avoir des élus, comme le sénateur Lafont, que je salue, qui a cru à notre projet et qui nous a aidé à monter ces assises au Sénat. Donc nous en sommes à notre deuxième assise nationale contre les féminicides. Tout ça pour travailler autour de ce sujet. Voilà, cette année, on a eu Madame Isabelle Rome, qui était notre marraine, Brûle Cyrulnik, pas mal de personnalités qui ont répondu à notre invitation et qui ont participé à cette session de travail au Sénat. Donc à l'issue de ces deuxièmes assises, il y a pas mal de préconisations qui ont été, enfin d'ailleurs c'est même pas terminé, qui sont élaborées et qui sortiront d'ici peu de temps. Voilà. Et donc derrière cela, il y a eu l'Observatoire des féminicides, donc national et international des féminicides, qui a été lancé parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a tellement de chiffres. Si on parle de chiffres, nous toutes a des chiffres. Vous avez féminicide par ex qui a des chiffres, le ministère de l'Intérieur qui a des chiffres. Tous ces chiffres ne sont pas non seulement les bonnes, mais ne sont pas homogènes. Voilà, hein. Donc aujourd'hui, on va vous parler de 120 situations. Aujourd'hui, on est au 24, 120 femmes tuées en 2023. D'autres structures vont vous parler de 114, d'autres sont à 116, parce qu'il y a des couples du même sexe qui ne sont pas comptés, par exemple. Voilà, parce qu'il y a des couples lesbiennes qui peuvent tuer, etc., qui sont des féminicides qui ne sont pas comptés. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on a des chiffres qui, voilà, c'est le jour et la nuit, etc., etc. Donc, ce sont des constats. Donc,
quand il y a des constats, on essaie de faire en sorte que ces constats puissent servir vraiment, qu'on puisse en tirer des leçons, voilà, concrètes, qu'on puisse vraiment être cohérent tous et toutes lorsqu'on donne des chiffres, mais aussi au-delà des chiffres ou derrière les chiffres, aller chercher les causes. Voilà, hein, donc il n'y a pas de jour, j'ai rencontré des gens du CPCA qui s'occupaient des auteurs de la prise en charge d'auteurs de crimes pour comprendre. Voilà, on a parlé de contrôle coercitif, on a parlé d'emprise, c'est différent, c'est pas la même chose, pour vraiment que les auteurs puissent aussi, malgré les critiques qu'on peut apporter par rapport au CPCA, que les auteurs, qu'on puisse comprendre les auteurs. Pourquoi certains auteurs tuent, arrivent voilà, à ces actes où il n'y a pas de retour, hein, et comment arriver à limiter les récidives aussi. Donc il y a pas mal de choses. Voilà, parce que tout le monde est concerné, hein. Aujourd'hui en France, on pense que les féminicides, c'est des gens de situation modeste. Non, c'est tout le monde, hein. Voilà, comme les violences, c'est pas que des gens des quartiers, c'est tout le monde. Il n'y a pas plus longtemps, il y a un sénateur avec une députée. Comme quoi, hein, il n'y a pas de cadre socio-professionnel. Tout le monde est concerné, et c'est idem pour les féminicides. Alors souvent, on ne va pas forcément voir venir les féminicides, donc tout le monde est concerné. Voilà, après je crois que j'ai pas grand-chose, parce que je sais que j'ai un temps limité, donc... Hein? Oui, oui, voilà. Oui. Alors, on va vous passer 30 secondes d'une vidéo qui pourrait peut-être ouvrir un débat. Bien. Eh bien, écoutez, le débat est ouvert. Merci. 30 secondes. Ah. Oui. Mon âme est prise et manipulée à sa guise. Oui, et il me brise. Me prive de ma liberté. Dans une cage d'or, dans une cage d'or. On va la remettre, elle dure 30 secondes. On a raté un peu le début. Mon âme est prise et manipulée à sa guise. Oui, et il me brise. Me prive de ma liberté. Dans une cage d'or, dans une cage d'or. Âme prise, qui n'est pas... Merci. Merci. Alors, il y a beaucoup de thématiques dans cette petite vidéo de 30 secondes. L'âme prise, il y a la cage dorée, il y a la manipulation, et j'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a le docteur Andrea Ventila qui développe le terme du contrôle coercitif. Et on a passé cette vidéo aux assises, hein. Elle a voulu qu'elle passe aux assises. Et bon, après, je pense que les questions sera peut-être mieux, pour mieux répondre là-dessus. Savoir qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça vous parle? Comment cette vidéo vous parle? Après, sur les féminicides aussi, on peut en parler. Parce que toute chose a un début. Je pourrais rester une heure. C'est pas sur la vidéo. Alors, j'aimerais comprendre concrètement comment vous faites pour développer les places d'hébergement, puisque moi, je peux parler que de la Seine-Saint-Denis. On a entre 6 et 8 places de mise en sécurité pour tout le département, qu'on se bagarre avec mes autres homologues sociaux des autres commissariats. Donc, je suis preneuse de savoir comment vous agissez concrètement pour qu'il y ait des lieux de mise en sécurité. Alors, nous, on va vous dire très simplement, nous sommes une association 100% bénévole.
on n'est pas avec le 115, avec le CIPLO, CIAO, DALO. Depuis le Covid, hein, on a développé un circuit. D'ailleurs, je remercie vraiment la mairie de Montreuil. Pendant le Covid, on a eu beaucoup de femmes victimes de violences et des instituts de Montreuil qui avaient leur logement professionnel, on va dire, nous ont, excusez-moi, j'arrive pas à couper ça, voilà. Nous ont, j'explique la genèse, nous ont remis les clés de leurs appartements ici, à Montreuil. Je fais la publicité, hein, c'est dommage, bon, c'est comme ça. Et donc ces dames étaient logées de 1 à 2 mois dans les appartements qui appartenaient à des professeurs d'école qui allaient en province. Donc l'idée, depuis lors, on a notre réseau, hein. Ce n'est plus Montreuil, bien sûr, mais c'est un réseau solidaire. Pourquoi? Parce que on a eu, bon, j'ai travaillé dans d'autres associations aussi, hein, où on a envoyé les femmes au 115. Et je ne ferai pas la publicité, mais ce n'est pas la faute, mais où les femmes arrivaient au 115, dans les hôtels du 115, punaises de lit, des rats, des souris, une femme avec 2 enfants ou 3 enfants, où la violence, pour moi, il y avait la violence sur la violence. Et ça nous a un peu conforté dans notre... Je me souviens quand je suis arrivé, j'avais le chef de service qui me disait, mais comment vous faites pour héberger? Même question que vous me posez. Et nous, on s'est dit, ben, on a un réseau. C'est un réseau qui a été développé pendant le Covid. Et depuis lors, voilà, on travaille là-dessus. Voilà, parce qu'on n'a pas de subvention, encore une fois, on n'a pas de locaux proprement dit. Sauf que là, d'ici peut-être janvier ou février, on l'espère, parce qu'on a... Alors ça, c'est dans mon histoire personnelle aussi, hein, parce que il y a 7 ans, j'ai acheté une maison dans le 77 et je n'y ai jamais habité, parce que 2 mois après l'achat, ma nièce a été tuée. Voilà. Et donc, du coup, ma nièce, à l'époque, quand j'ai acheté la maison, elle travaillait juste à côté. Et donc, vite fait, j'en ai pour 30 secondes. Et quand je suis arrivé chez ma sœur pour dire, tiens, voilà, je suis content, j'ai acheté une maison, j'ai signé et tout, ma nièce avait le sourire comme ça. Et quand je l'ai regardé, j'ai compris tout de suite, c'était pour venir squatter chez moi. Et bon, voilà. Hein. Et j'ai gardé cette image dans ma tête quand ma nièce a été tuée après. Et je me suis rapproché de ma famille qui était sur Valenton, que j'avais quitté pendant, je sais pas, 4 ans à peu près. Donc je suis revenu sur Valenton. Et voilà, vous savez, hein, on est des Africains, hein, donc la famille c'est vraiment le cœur de tout. Lorsqu'une famille a un problème, et pour moi en féminicide, il n'y a pas plus grave que ce problème-là, il fallait être présent, soutenir la famille. Et donc du coup, cette maison a été abandonnée depuis 7 ans. Et c'est juste depuis 3 semaines, on va dire, hein, comme de hasard, que j'ai décidé de reprendre un peu les travaux. C'est pas de mon fait, hein, c'est du fait d'un des membres de l'association qui avait marre de m'entendre dire tout le temps on n'a pas d'argent, on n'a pas de locaux, qui me dit mais et ta maison qui est dans le 77? J'ai dit oui, mais il me dit ben, il faut qu'on s'y mette. On a essayé il y a 1 an et demi, pas de sous. Et donc il me dit mais non, cette maison, voilà, il faut en faire quelque chose. Voilà, 5 chambres, 2 salons, il me dit mais il faut en faire quelque chose. Et donc le projet Pélican, du nom de ma nièce, parce qu'on l'appelait le Pélican, je ne sais pas pourquoi, bon, voilà. Et donc le projet est né, d'ailleurs, voilà. Donc on s'est dit, mais on va se battre, au moins on aura un lieu de vie. Voilà, 5 chambres, 6 chambres, c'est pas grand, mais c'est quand même mieux que rien. Et pourquoi pas, hein, si un jour la maison se termine, on espère février, mars, on pourrait voir avec d'autres associations comment collaborer pour que ce lieu de vie, qui est dans le 77, hein, il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a la gare, la mairie, c'est une maison de ville, pour pouvoir transformer cette maison en lieu de vie. Voilà. Donc, on n'a pas, nous, le circuit classique des 1000 nuitées du gouvernement, parce que, en toute honnêteté, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Voilà, c'est une catastrophique. Pour les Jeux Olympiques, oui, on dégage les femmes victimes de violences pour mettre les sportifs ou les touristes américains. Voilà. Juste, je me permets, parce que du coup, voilà, intervenant dans le commissariat,
Alors, encore une fois, je vais parler pour Montreuil et un peu plus grand pour la Seine-Saint-Denis. Vous êtes de Montreuil? Oui, je travaille ben, au commissariat de Montreuil. D'accord. C'est qu'effectivement, les consignes sont très claires. Pour les violences conjugales, il n'y a pas de main courante possible, puisqu'une main courante n'ouvre aucune procédure. C'est jamais simple de déposer plainte pour violence conjugale. C'est pour ça que des postes comme les miens peuvent du moins accompagner. Mais quand une femme dit voilà, j'ai peur, je ne peux pas, je ne sais pas, ça prend du temps de dire qu'en fait elle ne sera pas toute seule, qu'il y a des choses qui peuvent être possibles, et puis il y a une réalité de terrain, effectivement. Moi j'ai 6 places de mise en sécurité, donc je me dépatouille. Mais en fait, les policiers vont généralement essayer au moins d'accompagner à ce qu'on appelle un PV d'audition, ou voilà, dans le langage c'est PV blanc. À la fin, la femme indiquera « je ne souhaite pas déposer plainte ». Mais le policier va saisir le magistrat immédiatement puisque c'est la loi. Et la femme est prévenue que même si elle ne désire pas déposer plainte, le magistrat est saisi, va ouvrir une enquête. Ça, c'est important de le dire. Après, évidemment, il y a des loupés. Hein, je sais très bien, mais comme dans chacun des métiers, quand une femme se présente et qu'on refuse de prendre sa plainte pour violence conjugale, on peut tenter dans un autre commissariat et où on écrit au procureur de la République qui va ordonner le dépôt de plainte. C'est important de le savoir, parce qu'en fait, il y a des choses qui ont bougé, il y a encore des loupés, il y en aura, parce que des connards, il y en a partout, dans le travail social aussi. Mais il y a des choses quand même qui bougent. Je trouve que c'est important quand même qu'on ait une petite note d'espoir. Oui. Alors, le PV, procès verbal judiciaire, donc, remplace en théorie la main courante. Et ça, il faut le préciser. Et en espérant que lorsque vous accompagnez une femme victime de violence, il faut aussi l'accompagner au commissariat. Ah, ça, c'est important. Ce n'est pas juste aller porter plainte. Vous qui êtes en danger, vous qui êtes malmené, vous qui êtes frappé, débrouillez-vous. Non, c'est attends-moi, je viens avec toi, on va ensemble alerter, on va ensemble demander secours, demander aide. Voilà, main dans la main, c'est ça. Et lorsqu'on est professionnel, on a ce réflexe, ces termes, pour en tout cas, lorsqu'on n'est pas d'accord avec le commissaire ou l'agent de police, dire ah non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, ça c'est important, je pense. Et ils n'ont pas le droit de nous refuser l'accompagnement. Non, excusez-moi, juste merci pour votre intervention, pour cet aspect positif. Je voudrais juste témoigner d'un an, quasiment et demi, d'un accompagnement d'une femme victime de violences conjugales. Effectivement, ça prend énormément de temps. Donc, je suis travailleur social dans un CHRS, je suis le collègue des deux personnes qui ont parlé. Et en fait, cette personne-là, elle est centrale dans ma tête par rapport à cette journée-là, en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que je vis ça, pas autant que vous, dans votre situation personnelle. Effectivement, je suis d'accord avec le partenariat parce qu'à un moment donné, il faut déléguer. Parce que quand on a quelqu'un qui au bout d'un moment, qui vous a donné sa confiance pour vous témoigner de sa situation, avec ses 2 enfants en bas âge, je suis très ému d'en parler là, maintenant, tout de suite. J'ai été très, très bien accueilli par le commissariat de Noisy-le-Grand, donc la commune où nous travaillons, où les familles sont hébergées, au sein de l'association. Donc, excusez-moi, j'ai un peu la voix qui tremble, mais ça me remémore beaucoup de choses. Donc, sur les aspects juridiques et par rapport à ce que M. Seda disait, j'avais pas tous les éléments, donc je voulais pas intervenir par rapport à l'obtention pour cette dame d'un titre de séjour en titre réfugié. Bon, bref, je suis dans la digression, pardon. Mais c'est positif parce que, oui, il faut être positif parce que ça prend énormément de temps. Il faut se mettre en réseau, il faut connaître, entre guillemets, les bonnes personnes. On a été très bien accueillis par la dame, la nécessité de l'accompagner et qu'on va l'accompagner encore, parce que je dis on, parce qu'il ne faut pas que ça soit nominatif, parce qu'après la personne vous voit comme, entre guillemets, la seule personne qui peut vous... on travaille beaucoup avec mes collègues en relais aussi, c'est très important, surtout dans ce phénomène-là de violence, parce qu'on peut on peut avoir une espèce de maîtrise sur la situation qui peut nous mettre en difficulté en tant que travailleur social. Donc du coup, la petite vidéo aussi me parle de comment elle peut témoigner dans nos différents accompagnements de l'emprise qu'elle a de ce conjoint qui est son cousin en fait, qui à force qu'elle m'a avoué ça en fait. Du coup voilà, moi je suis positif
Et, je suis très inquiet par rapport à là ce que vous disiez sur il faut que les gens se mettent en réseau, il faut que ça soit des travailleurs de terrain qui soient là et que les politiques, je pense, là on va faire un peu de politique, Monsieur Seda, moi aussi, ils n'ont pas la volonté effectivement, ce qui les intéresse, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, c'est un exemple. Ma fille ce matin me dit il faut que je m'habille en rouge, en vert, en noir. Mais je lui dis mais pourquoi? Mais parce qu'on va faire une photo pour les anneaux olympiques et tout. Je fais encore une autre digression en tant que parent. Donc voilà. Et du coup, je me dis les politiques, ils sont à côté de la plaque. Et effectivement, les personnes sont d'abord traitées comme des étrangers avant d'avoir leur situation personnelle. Et moi, je suis quand même aussi positif parce que les OPJ qui nous ont accueillis au commissariat ont été très bienveillantes. Une collègue à vous, d'assistante sociale à Noisy-le-Grand aussi. On échange régulièrement. Je crois beaucoup en partenariat. Ça fait 25 ans que je fais ce travail-là. J'ai été éducateur de rue, donc je crois énormément à ça. J'y crois vraiment dur. C'est très, très fort ce que vous dites. Et moi aussi, j'ai des images assez fortes d'un témoignage de la veille pour le lendemain de cette dame qui me dit au secours, et j'ai cru qu'elle allait mourir en fait. Moi-même, j'avais cette sensation le lendemain où j'ai tout de suite appelé mes collègues en disant j'ai cru qu'elle allait mourir quand j'ai entendu son message sur mon répondeur. Et du coup, donc, ce jour-là, je l'ai accompagnée tout de suite au commissariat, aux UMJ, enfin tout l'engrenage qui se met en place. Et j'envoie, en fait, elle envoie plutôt le bout du tunnel. Et effectivement, ça revient à votre intervention, Monsieur Seda, où là, sur le plan juridique et administratif, elle commence à voir des choses, mais ça bloque dans la réalité des préfectures. Bon, bref, on ne va pas retourner dans ce sujet-là. Donc voilà, moi, ça me parle beaucoup, et merci pour vos lumières et puis votre témoignage, parce que c'est très courageux. Voilà, merci. Merci à vous. C'était un peu plus long, pardon. Je vais juste vite fait... Ouais, allez-y. Merci pour ce témoignage. Et puis c'est très touchant venant d'un homme. C'est peut-être bête de le dire, mais ça reste quand même important pour nous toutes et pour nous tous. Peut-être juste une petite précision pour aider au dépôt de plainte. Les maisons des femmes dans les hôpitaux, elles aident justement à ce que le dépôt de plainte se fasse dans ces services-là, où il y a un service juridique, où il y a la police sur place, où il y a les soignants, psychologues, médecins, ça peut être des gynécologues ou des psychiatres ou autres. Et les femmes, justement, pour faciliter le dépôt de plainte, peuvent le faire au sein des maisons des femmes. Merci. Absolument. Et même vous, association aussi, pouvez... Moi, je suis médecin à l'hôpital. Oui, mais vous pouvez aussi en tant que médecin. Mais je salue le travail des associations qui est extraordinaire. Pardon. Alors, moi, je travaille à l'hôpital de Bicêtre. La maison des femmes de Bicêtre vient d'ouvrir. Il y en a une à l'Hôtel Dieu, une autre à la Pitié. Il y en a 11, je crois. À Bichat, je ne connais pas toutes. Je crois que dans le 93, il y en a aussi. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est la première. Oui. Une question. Bonjour. Question, ouais. Moi, j'ai deux petites questions en fait. La première, c'est de savoir de qui est composée en fait votre équipe au sein de votre association. Oui. Et la deuxième question, c'est vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un souci après la mise à l'abri donc des 2 semaines de ces femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Vous avez des mises à l'abri d'1 mois ou 2, si j'ai bien compris. Mais comment se passe l'accompagnement après, justement? Alors, nous, comme j'ai pu le souligner, nous, on a un circuit un peu, on va dire, solidaire. Solidaire parce qu'encore une fois, on n'est pas dans les circuits classiques. Tout à l'heure, monsieur disait, en fait, lorsque ces femmes, certains viennent chez nous dans l'association, certains sont vus mourir. Elles sont vivantes, elles ont été frappées et elles se sont vues mourir. Il y a quelques années, on était en procès aux assises et la juge a demandé à la dame, mais pourquoi vous êtes parti à l'AFF, pas du côté des femmes ou pas, etc., d'autres associations classiques. Et la dame a dit, mais parce que je me suis vu mourir. Alors, c'est simple et aussi courageux parce qu'en fait, comment dirais-je, se voir mourir, c'est quoi? C'est tellement... On n'a plus d'espoir. On s'est dit, mais attendez, je ne vais pas aller dans une association où on va me parler de logement, etc., me déplacer, etc. etc. Parce qu'il faut quand même vous dire aussi, on déplace une famille, on déplace des enfants qui ont grandi dans
dans un environnement, qui ont leurs copains, leurs copines, leurs trucs. On déplace une maman qui a ses amis, qui a son travail, qui a son environnement. Donc, lorsqu'on les déplace, ces personnes aussi se sentent aussi un peu injustement à double titre, hein, victimes de violence, mais aussi victimes d'une injustice. Et en plus, dans la violence, si elles se sont vues mourir dans le lieu où elles ont vécu, emprunté leur histoire, c'est très compliqué. Donc, les envoyer dans d'autres structures, encore une fois, pour ne pas me répéter, 115 hôtels sociaux et autres choses comme ça, certains font une semaine, reviennent, parce qu'il n'y a pas le choix, malheureusement, quand il n'y a pas la famille à côté, reviennent, ça nous est arrivé. Bon, il y a une dame ici, une collègue qui connaît cette dame-là, mais qui reviennent chez leur bourreau. Parce que voilà, les enfants, quand ils partent avec juste une peluche, alors qu'ils ont la PS5, tout ça, machin, le confort, le foot à côté, on les envoie à 10 km, 20 km, 30 km dans un hôtel où il n'y a personne. Maman, je veux rentrer, c'est bon. Et les enfants mettent la pression à la maman. Et la maman va appeler le monsieur. Bon, ok, c'est ça. Et hop, ça revient. Donc pour éviter ça, encore une fois, c'est pas généralisé, mais moi je préfère avoir une solution amicale, que ces personnes aient peut-être une chambre dans un pavillon, chez des gens posés, vraiment respectueux du cadre, avec vraiment le minimum de confort. Ils ne demandent pas grand-chose, qu'il y ait un minimum de confort pour se repenser, pour se reconstruire. Mais pas avec des cafards, des rats, des souris, des punaises de lit. C'est triste à dire, mais il faut le souligner. Dans l'association, nous, on a plusieurs pôles. Il y a un pôle qui s'occupe des féminicides, des familles et des enfants de féminicides. Il y a un autre pôle qui s'occupe des femmes victimes de violences. Voilà. Et dans cela, il y a bien sûr la communication. On essaie. On n'est pas une grosse équipe. On est une dizaine. Voilà, on est une dizaine dans l'association. Mais on a un peu un réseau. Voilà. Et on n'a pas de salariés. On est tous et toutes des bénévoles. On se débrouille avec les moyens du bord. Ça fait 7 ans qu'on le fait. Et on espère que l'année prochaine, ça va changer. Voilà, mais comme dit la dame, nous, on est très contents de ce qu'on fait aussi, malgré qu'on n'ait rien. Imaginez si on avait un peu de sous, qu'est-ce qu'on pouvait faire, hein? Voilà. C'est la com. Voilà. Voilà. Eh bien, je crois que vous avez le mot de la fin. Une ultime question, parce que sinon, nos collègues de cet après-midi... C'est plutôt une piste, en fait. Moi, je suis infirmière dans un centre de santé sexuelle départemental. Et c'est vrai qu'on était très motivés pour prendre en charge les femmes victimes de violences. Mais on s'est aperçu que dans un premier temps, il fallait d'abord sensibiliser nos collègues à tout niveau sur l'accueil des femmes et le repérage des femmes victimes de violences. Et sensibiliser aussi ces collègues sur le fait que sur le territoire, il y a des gens qui puissent après prendre le relais, mais que l'accueil et le repérage étaient quelque chose de primordial, de très important, et d'apporter quelques informations aussi sur ce qu'est la violence, parce que parfois ces femmes sont déconcertantes quand on les a face à nous, et si on n'est pas un petit peu préparé à l'accueil de ces femmes, eh ben, on ne va pas les accueillir correctement. Et le maillage du réseau, le tissage du réseau est très très important, que ce soit les associations, la police, à tout niveau. Donc on a tous besoin de travailler, fonder des groupes de travail pour travailler en partenariat justement pour mieux les accompagner. Voilà. Et je voulais aussi dire, alors je ne sais pas si ça a été dit, mais maintenant dans les urgences des hôpitaux publics, le commissariat se déplace pour recueillir la plainte directement. Donc nous on est sur le 92, on sait que l'hôpital de secteur le fait depuis peu de temps. Voilà. Bien, je vous remercie. Je passe la parole 2 secondes à Monsieur El Moubaraki, notre cher président. Merci. Mais peut-être c'est la dernière fois que je veux faire un discours. Non, c'est pas un discours. L'année prochaine, peut-être je ne serai plus là. Mais, donc supportez-moi, mais je vous remercie pour ça. Moi, je suis de la génération, lutter, c'est vivre. Ça veut dire la résilience. Donc, ce qui a été dit, j'ai été touché par notre ami, là, Monsieur Noël Agossag, et puis par vos interventions. Il faut pas que ça arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous, peut-être autrement. C'est-à-dire la souffrance n'est pas réservée uniquement aux uns et pas aux autres.
Et puis éviter toujours qu'il y a une victime, que les personnes, ce n'est pas une victime, c'est une épreuve, et que cette épreuve, ça peut arriver à d'autres, et être solidaire et accompagné. Et je pense qu'il y a la loi, mais vous avez entendu, la loi, il est ce qu'il est, il faut la changer, c'est que des humains qui la font, et n'est jamais aussi juste qu'on croit. Donc il fallait se battre. Et se battre, c'est que la victime ne soit pas victime, c'est ça, mais ce soit quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui doit lutter, quelqu'un qui, pour sa dignité, pour la dignité des autres, et on ne peut pas agir tout seul si on n'agit pas avec les autres. Donc c'est un petit peu l'esprit de Migration Santé. Et là, je vais vous proposer, c'est toujours, on fait comme ça, ces témoignages, ce que vous avez entendu, peut-être ça nous concerne nous, mais ça sera encore plus si on peut le diffuser ailleurs. Donc, je vous appelle, si vous voulez, ou je vous propose qu'on va un petit peu publier ces témoignages à côté des interventions, et puis surtout, quelles sont les pratiques, c'est-à-dire j'ai entendu qu'est-ce qu'il faut faire, que Madame il nous a répondu comment il faut faire à partir des interventions de nos illustres conférenciers. Donc, on peut regrouper tout ça et puis laisser un témoignage pour ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous, et qu'on soit une petite bougie peut-être dans ces labyrinthes, comme a dit Monsieur le Président de la séance, de là. C'est des personnes qui se retrouvent devant nulle part, perdues. Et puis après, il suffit qu'à un moment donné, eh ben, on dit non, on allume ces lumières et puis c'est nous. C'est cet accompagnement, cet accueil. Mais on n'accueille pas pour vous apporter, mais on cherche et que vous existez. Et que tant que vous êtes là, moi je dis aux personnes qui sont... Moi j'étais 25 ans réfugié, hein, ça, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai accompagné des personnes qui étaient en pleine détresse, hein, vous savez, souffrance ailleurs, ici. Et quelquefois, il y a même qui pensent que la vie n'a pas de sens. Et puis il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit que la personne sait qu'il n'est pas là toute seule, comme ça a été dit par le monsieur qui est intervenu, et qu'il y a, voilà, il y a une lumière qui jaillit de l'intérieur de nous-mêmes. Donc il faut... moi, ça me passionne parce que quelquefois, je m'installe dans la terrasse et je vous dirai ce qui m'est arrivé une fois, et puis je me tais, c'est d'une terrasse et je regarde mes semblables. C'est fantastique, je vois les gestes, je vois le regard, leur position, mais je dis, mais s'il y a des dieux, ces êtres humains qui sont là, c'est-à-dire que cette force en chacun de nous, il peut se transformer pour devenir des géants de la vie, etc. Une fois, j'étais à la mairie de Paris, j'étais invité comme vous plusieurs fois à ces conseils qui ne servent à rien dans les ministères à la noix de coco. Bref, et je sortais de la mairie de Paris, mais c'était sur le sida et ça, on a agi beaucoup. Et je voyais des personnes à la fontaine des innocents, que vous connaissez tous. Donc il y avait toujours des manifestations, il y a toujours des revendications. Et je voyais des personnes avec un masque. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là, ici? Il m'a donné à distribuer des tracts, et puis j'ai distribué. Et en un quart d'heure, croyez-moi, parce que je n'ai pas fait attention de quoi il s'agit, il y avait une affiche comme ici, c'est marqué « Né sous X », mais je n'ai pas fait attention, c'est pour vous dire. Et moi, je dis, pourquoi il se cachait, donnez-moi le tract, je commence. Eh bien, j'étais traité c'est jamais entendu, des personnes, bon chic, bon genre, qui m'ont traité de tous les noms, hein, je ne vous dirai pas. Et après, la personne, on était boire un café ensemble, il avait 80 ans et plus, il était grand-père, arrière-grand-père, il m'a dit. Et depuis sa naissance, il cherche son père. C'est pour vous dire... Et je lui dis, mais je suis votre père. Et quoi? Il m'a sauté au cou et on a rigolé. Je lui dis, mais vous êtes responsable de rien, mon cher ami. C'est quelle chance que vous avez de vivre 80 ans. Moi, dans le temps, j'avais pas autant l'âge que j'ai maintenant. J'ai dit, oh, j'espère être à votre âge, mais vous savez, vous avez perdu votre temps à chercher un con qui ne mérite pas qu'on pense à lui. Et il m'a dit, mais c'est bien.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui traite un sujet aussi grave. Donc, quelquefois, il suffit d'un mot, même une personne, comme je viens de dire, de 80 ans, qui se cherche dans le vide. Et c'est parce qu'on se culpabilise pour rien. Et la culpabilité, c'est ça ce qui est affreux, c'est déculpabiliser les gens. Il n'y a pas de jugement, quel qu'elle soit. Il n'y a que l'être humain. Et que l'être humain, c'est vous. Et je vous remercie. Bien, mais écoutez, je crois que le mot de la fin a été prononcé. Mais ils auront un l'après-midi. Et il y en aura un autre l'après-midi. À tout à l'heure, 14h.